Mon frère a été arrêté après avoir drogué une fille et commis un délit de fuite, et mes parents ont essayé de me forcer à porter le chapeau quand j'ai refusé de mentir pour lui. Ils ont perdu tout contrôle, m'ont reproché tout ce qui arrivait et ont tenté de détruire la vie stable que je m'étais construite. J'ai grandi en étant le bouc émissaire de la famille alors que mon frère était l'enfant roi. Des années plus tard, il a accumulé les délits en une seule nuit et mes parents ont essayé de me mettre tout sur le dos avant que la situation ne devienne totalement folle. Voici comment tout a commencé. Moi, c'est Benoît, j'ai 34 ans. Je travaille comme rédacteur technique dans l'informatique, ce qui consiste en gros à expliquer des choses à des gens qui jurent qu'ils savent déjà tout. C'est assez ironique quand on voit la famille d'où je viens. J'ai grandi avec mes parents, Bernard et Chantal, et mon petit frère, Mathieu. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise leur vrai prénom, c'est simple, je n'ai l'intention de protéger personne. Je vais le dire d'emblée pour que la suite de l'histoire soit claire, la dynamique de ma famille n'était pas vraiment celle d'une publicité pour le chocolat de Noël, à moins qu'il n'existe une version où un gamin est le déçu de service et l'autre est le Messie descendu sur terre. Devinez lequel j'étais. Mes parents avaient cette capacité magique à interpréter chaque situation de manière à ce que Mathieu soit le génie incompris et moi la cause de littéralement tout ce qui n'allait pas. Si vous vous dites, mais non, des parents ne font pas ça, attendez de voir. En grandissant, je n'ai pas vraiment connu la rivalité fraternelle normale. C'était plutôt une hiérarchie. Si quelque chose se cassait, se renversait ou faisait du bruit, Bernard arrivait comme un Sherlock Holmes de pacotille, regardait autour de lui pendant 2 secondes, puis se tournait vers moi en disant « On sait tous les deux à qui la faute ». Mathieu pouvait faire brûler ses tartines, et c'était ma faute parce que je l'avais déconcentré. À l'école, ce n'était pas mieux. Les profs appelaient pour dire que Mathieu faisait l'imbécile, et le lendemain, Bernard déambulait dans les couloirs du lycée en faisant de grands discours sur la façon dont son fils précieux était pris pour cible. Pendant ce temps, moi, je ramenais un seul mot pour avoir trop parlé en classe et j'étais soudainement à 2 doigts de devenir un délinquant de banlieue. À l'adolescence, j'avais pratiquement abandonné l'idée de marquer des points. J'ai pris des petits boulots, économisé mon argent, acheté mes propres affaires. Mathieu, lui, enchaînait les passions, quittait ses jobs après une semaine, dormait jusqu'à midi et se remettait de son stress, comme s'il revenait d'une guerre alors qu'il avait juste passé la nuit sur ses jeux vidéo. Chantal avait toujours cette manière dramatique d'intervenir dès que Mathieu déconnait. Imaginez quelqu'un qui a regardé trop de téléfilms sur TF1 et qui pense être l'actrice principale. Elle portait la main à son cœur, soupirait profondément et disait un truc du genre « Il subit tellement de pression. Tu ne comprends pas le poids qu'il porte. » Quel poids? Il ne faisait même pas sa propre lessive. Dès que j'ai pu, je suis parti. Je ne me sauvais pas vraiment, je m'extrayais juste de la rediffusion sans fin de « C'est la faute de Benoît ». J'ai pris un appartement, j'ai commencé à travailler à plein temps, je vivais comme un adulte normal, à payer mes factures et cuisiner mes repas sans avoir mon père qui me faisait la morale sur ma posture. Je passais encore parfois, pour les fêtes ou les anniversaires, ces obligations familiales que la société nous impose par culpabilité. Et bien sûr, rien n'avait changé. J'aidais à mettre la table, Mathieu arrivait avec 2 heures de retard en portant des lunettes de soleil à l'intérieur, et Bernard l'accueillait comme le fils prodigue revenant d'une bataille héroïque. Puis il me regardait et demandait pourquoi je n'aidais pas plus. De temps en temps, un oncle ou une tante sortait une énormité du genre « Tu sais, tes parents vous aiment de la même façon. » Ouais, c'est ça, et moi je suis astronaute. Je restais en dehors des drames autant que possible. J'avais ma vie, ma routine, ma santé mentale à protéger. Mais même de loin, je voyais bien que Mathieu ne s'en sortait pas vraiment. Il avait l'attitude de quelqu'un qui pensait que les responsabilités étaient facultatives tant que quelqu'un d'autre s'en occupait. Comme Bernard et Chantal couvraient tout, il n'a jamais affronté les conséquences de ses actes. Je pensais que l'âge adulte lui mettrait un peu de plomb dans la cervelle. Mais non. Mathieu a juste vieilli, sans gagner en sagesse. Imaginez quelqu'un qui joue à la vie en mode facile avec des codes de triche et qui réussit quand même à se planter magistralement. Je n'intervenais pas. Ce n'était pas mon rôle, pas ma responsabilité, et surtout plus mon cirque. Mais voilà le problème avec quelqu'un qui grandit en pensant qu'il est intouchable, finit par tester les limites de cette protection. Et le jour où Mathieu a fini par aller trop loin, Bernard et Chantal ont frappé à ma porte comme si je devais nettoyer le carnage. Je ne l'ai pas fait. Mais je vais trop vite. Avant que tout n'explose, il y a eu quelques étapes. Et croyez-moi,
cette famille avait encore de la marge pour s'écraser. Le traitement de faveur de Mathieu n'était pas nouveau, mais les choses sont devenues intéressantes quand il a commencé à sortir avec Léa. Et par intéressant, je veux dire que j'ai regardé une fille parfaitement normale essayer de naviguer dans l'escape game psychologique qu'était ma famille. La pauvre n'avait aucune chance. Ils se sont rencontrés vers 25 ans. Elle était vraiment gentille, polie, responsable. Pendant les 6 premiers mois, on pouvait presque croire que Mathieu fonctionnait comme un adulte normal. Ma mère était ravie, mon père agissait comme si Mathieu avait inventé l'eau chaude. Pendant ce temps, je me disais, voyons combien de temps l'illusion va tenir. Pas longtemps. Les premiers signaux d'alerte étaient discrets. Léa mentionnait que Mathieu s'énervait pour rien, qu'elle parlait à un collègue, qu'elle avait 10 minutes de retard. Des trucs de gens peu sur deux, sauf que l'insécurité de Mathieu était sous stéroïdes. Chantal prenait toujours son parti, bien sûr. Elle disait, il est juste passionné, ou, tu sais comme il est sensible. Ouais, sensible comme une mine antipersonnelle. Léa a essayé de faire tenir le couple, avec la patience de ceux qui ont encore de l'espoir. Puis la consommation de substances a commencé à s'installer. Au début, c'était « récréatif », l'excuse classique. Sauf que tout le monde ne fait pas ça 3 fois par semaine en se cachant comme dans un film d'espionnage. Mathieu rentrait tendu, les pupilles dilatées, agissant comme s'il avait débloqué des fonctions cérébrales supérieures alors qu'il savait à peine faire marcher le micro-ondes. Léa en a parlé à ma mère une fois. Grosse erreur. Chantal a réagi comme si Léa l'avait accusé de fraude fiscale. Oh ma chérie, ne sois pas dramatique, il est stressé. Bien sûr. Le type ne savait même pas lire son propre contrat de travail, mais faisons confiance à sa vision de la réalité. Puis sont venus les cris. Les voisins ont appelé la police une fois. Je ne l'ai su que parce que Chantal m'a hurlé dessus au téléphone comme si c'était elle qu'on avait dérangée. Elle jurait que Léa exagérait. Pourtant, Léa est restée plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Les gens comme elle espèrent toujours un changement magique. Spoiler, ça n'est pas arrivé. Le point de rupture a eu lieu après une dispute si violente que Léa n'est même pas revenue chercher ses affaires. Elle m'a appelé de chez une amie, la voix tremblante, me demandant si Mathieu avait déjà pris ses responsabilités pour quoi que ce soit. Je lui ai dit doucement, Léa, il n'est même pas responsable de l'endroit où il pose ses clés. Avant de disparaître de sa vie, elle a fait un truc très intelligent, elle a tout sauvegardé. Messages, historique d'appels, capture d'écran, même quelques vidéos. Pas pour porter plainte au début, mais parce qu'elle savait qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de preuves. Elle avait raison. La réaction de ma mère? Elle est juste aigrie, elle essaie de le détruire. Bien sûr, qui ne serait pas jaloux d'un homme qui dort jusqu'à midi? Mathieu, sans surprise, a sombré après la rupture. Nouvelle fréquentation, fête plus bruyante, nouvelle substance, totalement sûre, selon lui. Il postait des délires critiques à 2 heures du matin sur le groupe familial. Bernard disait que c'était pour « évacuer ». Je gardais mes distances. Essayer de diriger Mathieu, c'était comme essayer de dresser une tornade. Mais on sentait le compte à rebours. J'aimerais dire que je n'ai pas vu venir la suite, mais quand on repousse sans cesse les limites parce que personne ne vous a jamais mis face à vos actes, on finit par percuter le monde réel. Très violemment. C'est là que l'histoire passe du simple « ma famille est dysfonctionnelle » à quelque chose qui me semble encore irréel. Jusque-là, la vie de Mathieu était une lente chute. Le genre de déraillement qu'on voit venir de loin. Mais un vendredi soir, Mathieu a découvert que les conséquences existaient. J'étais chez moi devant une émission de télé bidon avec ma compagne quand tout s'est joué. Mathieu était à une fête avec des gens dont il ne connaissait probablement même pas les noms. De ce que j'ai compris plus tard, il était déjà chargé, avant même d'arriver. C'est là qu'il a rencontré Chloé. Pour lui, c'était juste une fille de plus. Elle n'avait aucune idée qu'elle allait vivre l'expérience Mathieu, c'est-à-dire des montagnes russes sans aucune sécurité. Ils ont discuté, et il l'a convaincue de venir chez lui. Elle y est allée, n'ayant aucune raison de se méfier. Je ne vais pas entrer dans les détails par respect pour son traumatisme, mais l'essentiel est là, Mathieu lui a donné quelque chose. Une substance qu'il a minimisée, faisant croire que c'était inoffensif. Il a menti. En quelques minutes, Chloé a compris que quelque chose n'allait pas du tout médicalement. Vertige,
panique, tout tournait. Ce qui me sidère encore, c'est qu'elle a réussi à sortir de l'appartement et à trouver quelqu'un pour l'aider. Ça lui a probablement sauvé la vie. Elle a fini aux urgences et les médecins ont vite compris qu'elle avait ingéré un produit sans son consentement. Les hôpitaux prennent ça très au sérieux, contrairement à mes parents. La police a été contactée immédiatement. Pendant ce temps, Mathieu a remarqué qu'elle était partie et a fait ce qu'aucun être rationnel ne ferait, il a paniqué. Au lieu d'attendre ou de demander de l'aide, il a pris ses clés, est monté dans sa voiture et a démarré. Le rapport a dit plus tard qu'il a brûlé plusieurs stops avant de percuter une autre voiture. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un piéton, mais il a quand même fui le lieu de l'accident comme s'il était dans un mauvais film d'action. Quand la police a retrouvé la plaque et le véhicule, Mathieu avait déjà abandonné la voiture chez mes parents, pensant sans doute que c'était un centre de traitement des preuves. Un génie. Rien ne crie plus l'innocence qu'une bagnole défoncée cachée derrière le barbecue de papa. Je n'ai rien appris avant le lendemain matin. J'ai vu 16 appels manqués de Chantal et 3 de Bernard. Mon cerveau a tout de suite pensé, soit quelqu'un est mort, soit Mathieu a enfin détruit sa vie. C'était l'option B avec un bonus de chaos. J'ai rappelé et Chantal a décroché à la première sonnerie en hurlant mon nom dans un sanglot si fort que j'ai dû écarter le téléphone. Avant qu'elle ne réponde, Bernard a pris le téléphone, il le vise personnellement, Benoît. C'est disproportionné. Chantal criait derrière, elle a mal compris, cette fille a tout compris de travers. Bernard a ajouté, on a besoin de toi ici, tout de suite. J'ai demandé ce qu'il s'était passé. Chantal a murmuré d'un ton dramatique, une fille porte des accusations. Je me suis frotté le visage. Des accusations ? Ils parlaient l'un sur l'autre, disant que la police exagérait, qu'elle mentait pour ruiner la vie de Mathieu. Plus ils parlaient, plus il était évident que Mathieu était dans une galère noire. Le genre de problème dont on ne sort pas avec un avocat de famille et un sermon. J'ai senti dans mes tripes qu'il ne m'appelait pas pour m'informer, mais pour m'aspirer dans le gouffre. Quand je suis arrivé chez eux, la rue semblait déjà différente. Les stores étaient à moitié fermés, ce mode, on veut de l'intimité mais on veut que les voisins sachent qu'on souffre, que mes parents maîtrisent. Je suis entré sans frapper. Chantal faisait les 100 pas avec des mouchoirs. Mathieu n'était pas là. Benoît, enfin. Ça a pris une éternité, a crié ma mère. Ça faisait 20 minutes. Bernard s'est assis à table avec des papiers, jouant à l'avocat improvisé. Mathieu ne s'est pas fait arrêter pour avoir respiré trop fort, alors dites-moi la vérité, j'ai lancé. Ils ont hésité. La police était venue le matin même. Ils avaient trouvé la voiture. Bernard a avoué qu'il y avait eu un délit de fuite. Chantal a ajouté que Chloé avait déposé plainte. Elle a paniqué, elle ne le connaît pas, disait-elle. Oui, parce que tous ceux qui connaissent Mathieu savent que c'est une catastrophe ambulante. Les charges étaient lourdes, possession de stupéfiants, conduite sous influence, délit de fuite et administration de substances nuisibles. Mathieu était en garde à vue. Et là, Bernard s'est penché vers moi, Benoît, on a besoin de toi. Ton frère est fragile. Il ne supportera pas ça. J'ai répondu qu'il avait pourtant bien supporté de fuir un accident. Ils ont ignoré ma remarque. On doit montrer à la police que certaines choses trouvées dans la voiture n'étaient pas à lui. Il faut qu'il voie qu'il n'est pas responsable de tout. J'ai fixé mon père, vous suggérez quoi? Chantal a baissé la voix, peut-être que tu pourrais expliquer que ce qu'il y avait dans la voiture était à toi, ou que tu l'as conduite plus tôt. Pour enlever de la pression sur lui. Voilà, c'était dit. Il voulait que je mente à la police, que je dise que la drogue était la mienne et que j'avais emprunté la voiture. J'ai ri nerveusement. Vous êtes incroyable. Personne ne croirait un tel niveau de stupidité. Bernard a tapé sur la table, surveille tonton. Ton frère a besoin de toi. J'ai répondu qu'il aurait dû y penser avant de transformer sa vie en mission de GTA. Soudain, la porte s'est ouverte et un officier de police est entré. Monsieur et madame, nous avons récupéré les images de vidéosurveillance de l'appartement ce matin. Mes parents se sont figés. Le policier a continué, à 4h30, 2 personnes sont entrées chez Mathieu avec son code. Elles sont restées assez longtemps pour déplacer des objets. J'ai regardé mes parents. Bernard a bafouillé qu'il voulait juste vérifier ses affaires.
Le policier a été sec, entré sur une scène et déplacé des objets peut être considéré comme une altération de preuve. Vous devrez venir faire une déposition. Dès qu'il est parti, Bernard m'a regardé avec un air désespéré. Tu vois ce que tu as fait? Si tu étais intervenu. Je l'ai arrêté tout de suite, ce bordel, c'est Mathieu. Et vous, fouillez son appart comme des ratons laveurs, ça n'a rien arrangé. Le silence qui a suivi était lourd. Je savais ce qui allait suivre. Bernard a repris son air de « Je vais dire une énormité, Benoît, si tu disais que les substances étaient à toi. » Non. Si tu disais que tu avais emprunté la voiture. Non. Chantal m'a regardé comme si j'étais le bourreau. Tu abandonnes ton frère dans son moment le plus sombre. Il a abandonné la réalité et la sobriété, j'ai rétorqué. Le téléphone de Chantal a sonné. C'était Mathieu, en pleurs, hurlant « Maman, qu'est-ce qui se passe? Dis à Benoît de régler ça. » Encore une fois, j'étais le bouton « Annulé » de la famille. Chantal a supplié « On essaie, mon chéri, Benoît a juste besoin de temps. » J'ai secoué la tête, ne me mêle pas à ça. Bernard a coupé le micro et a sifflé, dis-lui juste que tu vas l'aider pour le calmer. J'ai refusé. Il a rallumé le micro, Benoît travaille sur une solution, ça va aller. Je n'en revenais pas. J'ai pris le téléphone et j'ai raccroché moi-même. Chantal a failli s'évanouir, Bernard a failli m'agresser. J'ai dit calmement, je ne prends pas le blâme. Mathieu a fait ses choix, il va vivre avec. Vous feriez mieux de vous trouver un autre passe-temps que de gérer ces désastres. Je suis sorti, les laissant dans le silence qu'ils méritaient. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant un moment, ce qui était un vrai soulagement. Quelques SMS passifs-agressifs arrivaient parfois, on est déçu, la famille doit rester soudée. Bien sûr, la famille m'excluait quand il s'agissait de soutien ou d'équité, mais m'incluait dès qu'il fallait une victime. Puis les procédures judiciaires ont commencé. Entre les commérages des proches et les messages délirants de Bernard sur Facebook, j'ai tout suivi. Mathieu avait été libéré sous contrôle judiciaire avec des conditions strictes, pas de substance, pointé au commissariat, ne pas quitter la région. Des règles simples pour un adulte. Je ne voulais pas aller au tribunal, mais ma compagne m'a convaincu que voir la fin de l'histoire m'aiderait à tourner la page. Le jour de l'audience, l'ambiance était glaciale. Bernard était raide, Chantal serrait son sac. Mathieu, à côté de son avocat, avait l'air d'une épave, agité et pâle. Quand Chloé est entrée, le silence était total. Elle était calme, digne. Elle a raconté la vérité. Puis sont venues les preuves médicales, le témoignage de la victime du délit de fuite. Mathieu fixait le vide. Le coup de grâce est venu quand le policier a parlé de mes parents déplaçant les preuves dans l'appartement. Chantal a laissé échapper un gémissement. Puis Léa a témoigné. Elle a lu les messages, montré les captures d'écran des années d'instabilité de Mathieu. À la fin de la journée, le dossier de Mathieu s'écroulait comme un château de cartes. Et naturellement, c'est là qu'il a décidé de violer son contrôle judiciaire. Une semaine plus tard, il a raté un pointage, a été testé positif à la drogue et a été vu avec des gens qu'il devait éviter. Le juge a révoqué sa caution immédiatement. Mathieu est retourné en prison. Bernard a posté un long texte sur Facebook expliquant pourquoi ses fils étaient des déceptions, mais surtout moi. Ma vie, elle, avançait. J'ai eu une promotion, nous avons emménagé dans un plus grand appartement. Ma compagne m'a annoncé qu'elle était enceinte. Pour une fois, j'avais un avenir qui ne consistait pas à ramasser les pots cassés des autres. Nous nous sommes mariés discrètement au tribunal. C'était un contraste étrange, Mathieu coulait, et moi je construisais enfin quelque chose de solide. Mais il n'en avait pas fini avec moi. Après la condamnation de Mathieu à de la prison ferme, les poursuites civiles ont commencé à pleuvoir. Chloé, la victime de l'accident, les assurances. Tout le monde réclamait de l'argent. Bernard et Chantal ont dû commencer à vendre leurs biens, leurs investissements, même des bijoux de famille. Le chaos de Mathieu coûtait cher. De mon côté, ma fille est née. Un moment de pur bonheur qui n'a duré que 6 jours avant que mon passé ne ressurgisse. Un SMS d'un numéro inconnu, félicitations. On a appris la nouvelle. Je n'ai pas répondu. Puis, on aimerait voir notre petite fille. J'ai bloqué le numéro. Puis Chantal a appelé d'un autre numéro, puis Bernard.
C'était un harcèlement constant. Le lendemain, ma femme recevait un message d'un cousin éloigné, « Ton mari devrait laisser ses parents voir le bébé, ils sont dévastés. » Dévastés, bien sûr, parce qu'ils avaient enfin heurté un mur qu'ils ne pouvaient pas contourner par le mensonge. On a tout bloqué. 5 jours plus tard, on a frappé à la porte de mon ancien appartement. Mon ex-voisin m'a envoyé une photo de Bernard et Chantal devant la porte avec une peluche, comme s'ils auditionnaient pour le titre de grands-parents de l'année. Je lui ai dit d'appeler la sécurité. 2 jours après, mon boulot m'a convoqué au RH. Bernard avait appelé en disant qu'il était inquiet parce que je ne répondais plus à des « urgences familiales ». Les RH m'ont demandé si j'étais en danger. J'ai dit que le seul danger était leur bêtise, et ils ont classé l'affaire. Puis Chantal a posté sur Facebook un essai en 3 paragraphes sur la cruauté des enfants qui empoisonnent la vie de leurs parents. Un cousin m'a dit, « Tes parents parlent de prendre un avocat pour faire valoir leurs droits de visite. » J'ai ri. Des droits de visite contre moi? C'était la goutte d'eau. Pour clore la saga, j'ai reçu une lettre de Mathieu depuis sa cellule. Ça commençait par « On doit réparer la famille » et « Papa et maman disent que tu es injuste. » Je n'ai même pas fini de lire. J'ai passé la lettre à la déchiqueteuse. Ce soir-là, j'ai bloqué les derniers numéros, supprimé les derniers contacts et dit à ma femme « C'est fini pour de bon. » Aujourd'hui, ma vie est calme. Pas d'appel surprise, pas de culpabilité. Mathieu finit sa peine, mes parents ont vendu leur maison pour payer ses dettes. Ma fille commence à parler, elle m'appelle « Papa » et c'est le seul titre que je veux porter. On dit que le sang est plus fort que tout, mais je pense que ça dépend de la toxicité du sang. On s'en sort très bien sans eux, et c'est la seule fin que je pouvais espérer.